3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Comme vous le voyez, depuis mon retour de vacances, je me suis mis en mode Coupe du Monde FIBA, avec déjà une vidéo qui est sortie mercredi, à propos de Team USA. Mais vous pensiez que j'allais m'arrêter en si bon chemin? Absolument pas, ce n'est que le début. Et ça se peut qu'il y ait encore des trucs qui sortent à propos de cette compétition bientôt. En tout cas, voilà pourquoi aujourd'hui, j'enchaîne avec le même genre de vidéo que ce que j'avais fait sur Team USA, mais cette fois-ci, à propos de l'équipe de France, en mode coast to coast. Ouais, ces dernières années, on a pris l'habitude de la voir performante, cette sélection tricolore, avec de belles breloques qui ont été remportées. Sauf que depuis maintenant 10 ans, une seule chose leur échappe à ces Français, la médaille d'or en compétition internationale. Pour cette Coupe du Monde, qui fait suite à un gros Euro qui a pris place l'année dernière, de nombreux absents seront à recenser chez les adversaires, tandis que les Bleus, eux, semblent plutôt bien armés en termes de roster. Alors est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Eh bien justement c'est ce que l'on va analyser aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Enfin l'or pour les Bleus. Pour le programme d'aujourd'hui, afin de conserver une certaine cohérence, on va procéder de la même manière que ce que j'avais fait mercredi concernant Team USA. Du coup, pour commencer, examinons rapidement les derniers résultats qu'ont connus les Français lors des dernières compétitions internationales, afin de voir exactement où elle se situe aujourd'hui cette sélection. Et déjà, dites-vous que dans le monde, les Français représentent la seule nation à avoir été médaillée lors des 3 derniers tournois internationaux qu'elle a disputés, avec le bronze à la Coupe du Monde 2019, l'argent aux Jeux de Tokyo, et à nouveau l'argent lors de l'Eurobasket l'été dernier. Avec ça, déjà, il y a de quoi être ambitieux pour cette Coupe du Monde. N'empêche que même si ces résultats sont excellentissimes et que de nombreuses nations doivent les envier, certaines ombres sont encore présentes sur le tableau. Et ouais, sans vouloir dire de banalité, et sans manquer de respect aucunement à cette sélection tricolore, le but dans le sport, et encore plus dans le sport collectif, je trouve, c'est bien de finir premier. Quand t'es deuxième, non seulement tu termines ta compétition par une défaite, et la vérité c'est que t'es perdant. T'as beau être le meilleur des perdants, t'es un perdant quand même si j'imagine à quel point une médaille d'or obtenue dans une compétition internationale doit faire plaisir. Ceci dit, je suis persuadé que ça n'a pas du tout la même saveur que celle que doit avoir l'or. Et puis autant sur les Jeux Olympiques, je n'ai pas grand chose à dire tant l'aventure a été belle pour les Bleus, autant sur les autres tournois précédents, il y a peut-être plus de choses à soulever, et à mon avis, certains ont laissé peut-être un petit goût amer au fond de la gorge de certains Français. En 2019, après avoir sorti les États-Unis en quart de finale, les Bleus réalisaient un exploit, terminant alors une série de 58 wins de la part de Team USA en compétition officielle. Malheureusement, juste après, en demi-finale, les hommes de Vincent Collet se faisaient sortir par l'Argentine d'un Luis Scola complètement survolté, alors que sur le papier, on ne va pas se mentir, les Français étaient favoris. Et puis la vérité, c'est que c'était déjà un petit peu ce qui s'était passé lors de la précédente édition de la Coupe du Monde en 2014. Après avoir réussi à sortir l'Espagne chez elle, malgré l'absence de Tony Parker, les Bleus échouaient ensuite, encore une fois, en demi-finale, face à la Serbie, et remporter la médaille de bronze. Tout ça, ça commence à en faire un petit peu quand même, des occasions qui ont été gâchées, malgré des exploits lors des tours précédents, alors qu'on pouvait penser que les Bleus étaient capables d'aller au bout. Surtout que l'an dernier, à l'Euro, encore une fois, il faut se le dire, la fin aurait pu être plus belle. Après un parcours que certains considèrent comme héroïque et d'autres chaotiques, au vu des victoires providentielles obtenues contre la Turquie et l'Italie en 8e et en quart, encore une fois les Bleus tombaient avant le terme de la compétition. Ouais, rappelez-vous comment en finale les Espagnols les ont outplay, montrant une aisance impressionnante malgré un effectif qui, sur le papier, paraissait bien moins dense qu'habituellement. En gros, ça fait déjà un moment qu'on imagine les tricolores capables d'aller chercher l'or, mais que cette médaille leur échappe, et je n'imagine même pas à quel point chez les joueurs ça doit être frustrant. Cette année à la Coupe du Monde, l'objectif doit être clair, une médaille ce sera déjà très bien, mais l'équipe de France ne peut pas avoir pour autre but que de décrocher celle avec le métal le plus précieux. Cette sélection française en est-elle capable? Eh bien pour répondre à cette question, analysons un petit peu comment se compose ce roster des Bleus, à commencer par les meneurs de jeu. Le premier dont je vais parler, même si de base il était plutôt poste 2 sous le maillot de l'équipe de France, c'est bien sûr Nando De Colo, qui après avoir fait l'impasse sur l'Euro, fait son grand retour chez les Bleus, pour mon plus grand bonheur, je ne le cache pas. Du haut de ses 36 ans, il fera office de vétéran dans l'équipe, mais pas n'importe quel vétéran, un vétéran qui a connu énormément de choses déjà dans sa carrière, mais qui en plus est toujours un excellent joueur de basket. Quand il évolue balle en main, je vais aller droit au but. Il me régale, tant il est capable de faire d'excellents récitals. Entre ses feintes toujours bien exécutées, sa filouterie, sa vision de jeu et ses passes plus spectaculaires les unes que les autres, il représente un vrai atout sur les lignes arrières françaises, d'autant plus qu'aujourd'hui il n'hésite plus du tout à agir en leader et à distiller ses précieux conseils auprès de ses coéquipiers de manière semble-t-il toujours très juste. Comme le disait Sylvain Francisco, De Colo donne l'impression que rien qu'avec la précision de ses dribbles et de ses appuis, il peut dominer absolument tout le monde rien qu'en marchant. Il sera l'un des cadres de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde, et je n'en doute pas, Vincent Collet sera ravi de pouvoir le compter parmi les siens.
Derrière lui, toujours plus ou moins au poste 1, 2 joueurs, depuis le triste forfait annoncé de Franck Ntilikina, à cause d'une vilaine blessure, un claquage. Le premier, même s'il est plus un combo garde qu'un vrai meneur, c'est Elie Okobo, qui avec ses qualités offensives, son explosivité et son sens de la percussion peut tout à fait jouer le rôle de pétard ambulant au scoring chez les Bleus. Depuis qu'il a quitté la NBA et fait son retour en France, je trouve que le Monégasque a mûri, allant jusqu'à disputer les demi-finales de l'Euroleague cette année. À 25 ans, même si je pense que sa prise de décision peut peut-être encore être parfois un petit peu améliorée, il est en train de rentrer dans son prime, et son rôle, il le connaît parfaitement, aussi bien en club qu'en sélection. En plus de ça, il ne défend pas trop mal, je trouve, et lui aussi pourrait être un atout super utile dans cette team, et notamment débloquer certaines situations compliquées grâce à son scoring. Enfin, en rotation, toujours sur ce poste 1, nous avons Sylvain Francisco, qui lui, s'il arrive à saisir les opportunités, en tant que dynamiteur, dans son profil, pourrait faire de belles choses également. Hyper athlétique, on l'a vu plusieurs fois monter au dunk ou au alley-oop sans aucun souci pendant la prépa, et attaquer le cercle avec beaucoup d'aisance. Si son outil principal reste le shoot à 3 points, j'apprécie qu'il se soit montré capable de développer sa panoplie, pour varier ses armes et devenir encore plus percutant. Alors qu'il sort d'une magnifique saison dans le championnat grec, Francisco aura sûrement à cœur de valider ça chez les Bleus. Difficile pour le moment de savoir s'il aura de grosses minutes pendant la Coupe du Monde. Ceci dit, je pense qu'avec l'absence de Ntilikina, des opportunités, il pourra en avoir, et s'il les saisit, encore une fois, avec sa vitesse et son agressivité, il pourrait rendre de précieux services. Globalement, sur le poste 1, les Bleus possèdent une rotation assez intéressante, qui me semble en plus de ça plutôt complémentaire. Avec leur profil explosif, Okobo et Francisco semblent tout à fait en mesure d'évoluer aux côtés de De Colo, et avec eux, je pense que Vincent Collet, sur les lignes arrière, pourrait bénéficier de pas mal d'options intéressantes. Certes, l'absence d'un spécialiste défensif comme l'était Ntilikina pourrait faire défaut pendant cette Coupe du Monde, mais peu importe, je trouve que finalement, au poste 1, cette sélection française est plutôt armée. Puisqu'il faut savoir aussi, c'est que sur les ailes, il y a du très beau monde également, à commencer par les deux NBAers que sont Evan Fournier et Nicolas Batum. Si on parle d'Evan pour commencer, qui à New York vient de vivre la saison la plus difficile de sa carrière, vu qu'il a passé la majeure partie de cet exercice sur le banc, il y a fort à penser qu'il débarque déterminé à l'idée de montrer à toute la NBA qu'il mérite plus de respect. Cette Coupe du Monde pourrait représenter un réel bol d'air pour lui, mais aussi un réel moyen de se relancer dans sa carrière US. Le mec a faim, il le dit, ça se voit, et cet esprit conquérant est tout à fait celui qu'il faut afficher si on veut se donner un espoir d'aller au bout. Ce qui me plaît, c'est qu'avec le retour de De Colo, il va largement être soulagé à la création. Les deux joueurs semblent super complémentaires, et surtout, les défenses devraient lui laisser davantage d'espace que ce qu'il en a eu lors du dernier Eurobasket. Même s'il a connu des hauts et des bas pendant la préparation, c'est bien lui qui pourrait assumer le rôle d'option 1 au scoring pendant cette Coupe du Monde, lui qui est attendu pour peu à peu monter en puissance. Surtout qu'à ses côtés, Vincent Collet aura la joie et le plaisir de pouvoir bénéficier des services de Nicolas Batum, qui lui aussi, après son absence lors de l'Eurobasket 2022, comme Nando De Colo, fera son grand retour chez les Bleus. Et Batman, je ne vais pas mentir, c'est le joueur qui m'épate le plus dans cette Team France depuis le début de cette prépa. Non seulement l'ailier est capable d'agir en défenseur élite, mais en plus de ça, offensivement, son côté facilitateur semble convenir parfaitement au jeu de l'équipe de France. Sous ce maillot, il semble comme un poisson dans l'eau, il sait prendre ses responsabilités quand il le faut, et évidemment, lui aussi sera un taulier de cette sélection. Franchement, ce qu'il fait jusque-là, même si je n'ai pas vraiment l'habitude de m'enflammer pour des matchs de préparation, je trouve ça très beau, et j'applaudis. Dans l'attitude, il paraît tellement serein, tellement vocal, il joue son rôle de capitaine à la perfection, donnant l'exemple avec sa voix, sa communication, mais aussi avec son jeu. Le mec paraît constamment faire les bons choix, réaliser la bonne action pile quand il faut, et ce, des deux côtés du terrain. Lui aussi attirera forcément les défenses, et avec son QI basket assez dingue, nul doute qu'Evan pourra profiter de sa présence. Le travail que Batman est capable d'abattre dans absolument tous les secteurs de jeu, je trouve ça remarquable. Si la plupart du temps, il laisse majoritairement le jeu venir à lui, ce qui lui a beaucoup été reproché par le passé, il est aussi capable de prendre ses responsabilités et de passer la seconde si besoin. En tant que ciment du collectif, son retour couplé à celui de Nando De Colo pourrait faire le plus grand bien à cette équipe de France qui d'un coup semble posséder une variété d'armes bien plus importante que lors du dernier Euro. À 34 ans, Nico sait que son temps chez les Bleus est compté et on parle d'une retraite possible à la fin des Jeux Olympiques, alors s'il peut décrocher une médaille d'or le plus vite possible, croyez-moi, il ne se privera pas. Enfin, en rotation, derrière les deux NBAers sur les ailes, nous aurons un trio composé de Terry Tarpey, Yacouba Ouattara et Isaiah Cordigné. Les deux premiers sont clairement d'abord là pour les missions défensives qu'ils peuvent remplir, même si Tarpey, révélation du dernier Euro, a déjà montré que rien ne lui faisait peur, et que lui aussi pouvait mettre des gros shoots. Enfin, dernier rappelé, Isaiah Cordigné devrait tout à fait être en mesure d'apporter ses qualités athlétiques et sa polyvalence, après avoir fait ses gammes en Italie cette saison. Ok, j'ai déjà lu que pour certains analystes, cette rotation extérieure pouvait présenter quelques doutes, mais moi je la trouve tout de même rudement intéressante.
Tous les trois sont des joueurs de devoir, qui semblent connaître leur rôle et qui l'assument complètement. Et puis il faut le dire, hein, quand on voit la qualité de certains arrières qui disputeront cette Coupe du Monde face aux Français, à commencer par ceux du Canada, que les Bleus affronteront dès l'ouverture, ce ne sera pas du luxe d'avoir plusieurs profils à leur envoyer sur le paletot. Terry Tarpey et Yacouba Ouattara, les deux monégasques qui affectionnent d'ailleurs tout particulièrement ce genre de mission. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on parle du secteur intérieur aussi, qui selon moi représente l'une des plus grosses forces de la Team France, on en parlera plus tard. En tête de file, bien sûr, nous aurons un Rudy Gobert qui lui aussi à force est devenu un taulier chez les Bleus. Hésitant dans un premier temps à l'idée de faire l'impasse sur la compétition, le pivot a finalement donné son aval, ce qui évidemment a dû grandement rassurer le staff français, tant dans son profil de pivot défensif, il est l'un des meilleurs du monde. Je parlais de Evan Fournier qui pour moi arrivera motivé et revanchard pour cette compétition, et je me dis que pour Rudy, ça pourrait très bien être exactement la même chose. Non seulement lui aussi semble en avoir ras-le-bol d'échouer constamment à quelques mètres de la médaille d'or, mais en plus de ça, de son côté également, la saison NBA a été frustrante pour ses débuts chez les Wolves. Ici, avec Vincent Collet, il retrouve un dispositif qu'il connaît parfaitement, dans lequel il connaît son rôle, et s'y montre très à l'aise. Dans son attitude, Gobzilla semble déter. On l'a même vu perdre sa virginité à 3 points face au Monténégro, c'est dire. En tant que tour de contrôle offensive et défensive, Rudy, on peut le prévoir, sera à nouveau une plaque tournante chez les Français pendant cette Coupe du Monde, mais pour que ça fonctionne parfaitement bien, il faut qu'à ses côtés, il est un profil compatible. Par ça, j'imagine un profil plus offensif, un intérieur qui pourrait créer ses points par lui-même, et qui, si possible, serait capable de s'écarter. Ça vous fait penser à personne, ça? Eh bien si, évidemment, à Gershon Yabusele, qui, je trouve, est un excellent fit à côté de Rudy, plus que 4 à Minnesota, soit dit en passant. L'an dernier, le Dancing Bear fut l'un des Français les plus régulier à l'Eurobasket, malgré une finale plus compliquée. Ses très bonnes mains, sa mobilité, ses épaules de déménageur et son adresse sur catch and shoot feront forcément de lui une pièce importante offensivement. La connexion entre les deux hommes, en plus de ça, semble de mieux en mieux huilée, et je dois le dire, hein, à travers les années, cette association entre les deux intérieurs me plaît de plus en plus. Cependant, ils ne pourront pas faire tout, tous les deux, dans cette raquette. Alors quelles sont les solutions derrière eux? Eh bien pour le moment, c'est un peu l'incertitude avec un Mathias Le Sort, auteur d'une saison remarquable aux Partisans. Alors qu'il s'apprête à prendre la direction de la Grèce et du Panathinaikos, l'intérieur possède un mental de tueur. Très solide, très athlétique et lui aussi très costaud, il semble réellement arriver à maturité, lui qui je trouve a gagné en sérénité et a progressé dans ses lectures. Problème, en raison d'un pépin à la cheville qui semble plus inquiétant que prévu, il n'a pour l'instant pas pu prendre part à la préparation, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Puisqu'il faut savoir en plus, c'est que son destin semble au moins partiellement entre les mains des médecins de son nouveau club d'Athènes, ce qui évidemment pourrait compliquer les choses. Heureusement, au cas où, pour le remplacer, Vincent Collet n'a pas fait appel à n'importe qui, en convoquant Vincent Poirier, un habitué de la sélection lui aussi, qui fera le voyage jusqu'au Japon. Le vivier français, notamment dans la peinture, est assez dément, et c'est réellement un luxe pour Collet de savoir qu'il pourra compter sur un intérieur comme Poirier, en cas d'absence de Le Sort. Franchement, avec Gobert, Yabusele, puis Le Sort ou Poirier, en fonction, la rotation intérieure des Français me semble déjà lourde. Mais si à eux on ajoute Mustapha Fall, qui comme son pote Sylvain Francisco a terminé dans le meilleur 5 du championnat grec cette saison, en portant le maillot de l'Olympiakos, on se rend compte que les options de Vincent Collet commencent à être plus qu'intéressantes dans la peinture. Du haut de ses 2,18 m avec ses bonnes mains et son jeu au poste, le pivot peut faire de gros dégâts offensifs en FIBA, on en est sûr de ça. J'aime qu'il puisse relayer Rudy Gobert dans un profil plus offensif, face par exemple à des équipes qui auront des difficultés à protéger leur peinture. Non, moi j'en suis à peu près sûr, je trouve qu'en termes de densité, de complémentarité et même de talent, la raquette des Français pourrait représenter l'un de leurs plus gros atouts pendant cette Coupe du Monde. Mais vous l'imaginez, comme dans tout sport collectif, pour que ces joueurs puissent évoluer ensemble et tirer le meilleur de toute l'équipe, il va falloir qu'ils soient super bien coachés. Et cette année encore, je l'ai évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette vidéo, c'est toujours Vincent Collet qui remplira le rôle de tacticien chez les Bleus. Sélectionneur depuis 2009, il est devenu à travers les années un vrai pilier de cette équipe de France, un repère pour les joueurs, qui connaissent sa philosophie de jeu, qui y adhèrent et qui savent ce qui les attend avec lui. Mercredi, je parlais de Steve Kerr qui, auprès de Team USA, avait tout à construire, ou presque, auprès de joueurs qu'il ne connaissait que très peu. Et bien pour Vincent Collet, c'est tout l'inverse. Ces joueurs, il les a vus grandir à travers les années, il connaît parfaitement leur profil, et est tout à fait capable de leur tailler le costume adéquat, afin qu'ils remplissent leur rôle pour l'équipe du mieux possible. Humainement, il semble au top, réussissant constamment à garder une proximité avec ses troupes, tout en obtenant un vrai respect de ses joueurs. Rien que ça, c'est très positif. Il est un coach ambitieux, qui prône un basket collectif et défensif, et qui constamment semble être en mesure de trouver les bons mots. Alors oui, plusieurs fois, on lui a reproché de se faire outcoacher dans des matchs primordiaux, notamment par son homologue Sergio Scariolo, véritable sorcier qui lui coach l'Espagne. Dans les adaptations tactiques, notamment en défense, il a pu parfois montrer quelques limites sur ses rencontres. Mais quel coach peut se targuer d'avoir toujours fait les bons choix dans sa carrière? Aucun. Bien sûr que lui aussi a très faim de ce métal doré dont il n'a pas vu la couleur depuis l'Euro 2013, et il bosse pour ça. Je trouve que sur cette prépa par exemple, il a très bien su travailler sur les différentes défenses, avec un message qui semble parfaitement passer auprès des joueurs.
Non, en vrai, on a beau dire ce qu'on veut, et bien souvent, quand il s'agit de critiquer, les coachs sont en première ligne. C'est eux les cibles des détracteurs, mais pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, il est l'homme de la situation. C'est peut-être juste un peu dommage que Laurent Forest, nommé récemment coach de Boulogne-le-Valois pour remplacer Collet justement, ait annoncé peu avant la Coupe du Monde qu'il désirait prendre du recul vis-à-vis de l'équipe de France, afin de se concentrer sur ses nouvelles fonctions. Pascal Donadieu et Rudy Nellum occuperont donc seuls les rôles d'assistants, et vu que Forest n'a pas été remplacé, sa perte pourrait s'avérer notable. Quoi qu'il en soit, la première mission de Collet, avant même la Coupe du Monde, sera d'établir une rotation entre ses joueurs, une hiérarchie, et pour moi, aucune surprise là-dessus n'est vraiment envisageable. Sauf tremblement de terre, adaptation ou absence de dernière minute, nous devrions retrouver le 5 majeur finaliste au JO de Tokyo que l'on a vu à l'œuvre pendant toute la préparation, et qui sera composé de Nando De Colo, Evan Fournier, Nico Batum, Gershon Yabusele et Rudy Gobert. Ces 5-là ont su développer de vrais automatismes, ils ont connu du succès ensemble, et clairement ce starting 5 me paraît cohérent, très complémentaire. Tout ça je l'ai déjà abordé plus tôt, mais des liens évidents existent entre tous ces joueurs lorsqu'ils évoluent ensemble sur le parquet. En fait, rien que d'ajouter De Colo et Batum, qui pour moi sont les deux meilleurs passeurs de l'effectif, et qui ont tant manqué lors du dernier Euro, peut changer la donne. Comme je le disais, avec leur expérience, non seulement peut-être certains qu'ils ne gâcheront pas beaucoup de ballons, mais en plus de ça, leur présence pourrait libérer Evan, qui ne sera plus obligé de quasiment tout faire tout seul à la création. Ajoutons à ça la complémentarité entre Rudy et Gershon, que j'évoquais plus tôt, et qui me semble évidente, et ouais, franchement, ce 5 majeur français a de la gueule. De leur côté, Okobo, Fall et Tarpé pourraient être les remplaçants les plus utilisés par Vincent Collet dans sa rotation, même si je pense tout le monde, à un moment ou à un autre, pourra avoir des opportunités et une occasion de se montrer. Mais bref, maintenant qu'on sait tout ça, rentrons vraiment dans le cœur du sujet. Quelles sont les forces, mais aussi les faiblesses de cette équipe de France? Même si je suis conscient qu'il est toujours très dangereux de tirer des conclusions hâtives d'une préparation qui jusque-là se déroule très bien, pendant ces matchs amicaux, j'ai pu tout de même déceler certaines tendances, qui me semblent intéressantes à aborder. Déjà, ce qui peut faire la différence avec pas mal de sélections, et pourquoi pas Team USA notamment, c'est le vécu collectif que présente cette sélection. Ces joueurs-là ensemble, ils ont tout connu, ou presque, les succès, mais aussi les épreuves, les étapes, les désillusions, tout ça ils l'ont surmonté ensemble. Actuellement, ça se sent que les joueurs ont plaisir à se retrouver, sont au diapason et présentent tous le même objectif, avec des vétérans qui jouent parfaitement leur rôle de cadre et peuvent pousser un coup de gueule si besoin. Tout ce qui est hiérarchie, alchimie, pas besoin de trop réfléchir là-dessus. Ces joueurs se connaissent sur le bout des doigts et le système de Collet, ils le connaissent parfaitement. De plus, l'ego ne semble pas trop prendre de place dans cet effectif où chacun semble se réjouir de faire briller le coéquipier. L'énergie du groupe et sa cohésion semblent excellentes en préparation, et le focus est présent. Tous sont là pour bosser avec un seul objectif en tête, Rudy Gobert avouant même qu'il s'agissait de l'une des préparations les plus sérieuses auxquelles il ait pu prendre part depuis le début de sa carrière sous le maillot bleu. Et tout ça, je trouve que ça se ressent énormément dans la fluidité offensive du jeu des Bleus, dans le partage et la circulation du ballon. Bien sûr, encore une fois, Batum et De Colo sont essentiels dans ce domaine, mais ne nous voilons pas la face, et ne manquons pas de respect aux autres, tout le monde semble concerné par ça. En prépa, il n'était pas rare de voir des actions où les 5 joueurs touchaient la balle, sans aucun dribble ou presque, et qui se finissait par une succession de passes lumineuses et un panier facile, souvent conclu par un intérieur servi parfaitement dans les bonnes dispositions. Dans cette prépa, j'ai trouvé par exemple que Gobert réussissait à prendre de très bonnes positions dans ce système, s'il est bien servi, il peut se régaler. En fait, on sent que dans le playbook de Vincent Collet, il existe tout un tas d'options, et à force de les travailler, beaucoup de joueurs semblent maintenant pouvoir se trouver les yeux fermés. Le pick and roll est bien géré, les extra passes aussi, et ce jeu collectif peut offrir tout un tas de tirs ouverts aux Français pendant cette compétition. Ajoutons à ça les no-look passes de Nando et les passes volleyées de Nico qui permettent à leurs coéquipiers de fuser en contre-attaque, et on s'en rend compte, vraiment, ce jeu offensif français a de quoi être super fluide, au moins par séquence. Et le mieux avec tout ça, c'est que de l'autre côté du terrain, il n'y a pas à rougir non plus, vu l'ADN défensif que semble présenter cette équipe. Autour de Rudy Gobert, qui est l'un des meilleurs défenseurs du monde tout simplement, des bulldogs comme Tarpé et Ouattara sont tout à fait en capacité d'harceler le porteur, tandis que Nicolas Batum, avec son envergure et sa polyvalence, semble en capacité de compenser tous les trous qu'il pourrait y avoir dans la zone intermédiaire. En mode individuel, sur l'homme, cette équipe de France est tout à fait capable d'étouffer ses adversaires sur certaines phases de jeu, c'est un peu sa signature même. Pour se mettre sur les lignes de passe, dévier des ballons, les intercepter, puis tracer en contre-attaque, cette sélection tricolore possède de vrais clients. Enfin, évidemment, parmi les autres forces, je pourrais évoquer le secteur intérieur, mais ça, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà suffisamment évoqué précédemment dans cette vidéo. Franchement, avec une équipe qui se connaît, qui joue bien au ballon ensemble, et qui défend, tout semble aller parfaitement bien dans le meilleur des mondes, mais vous croyez quoi? C'est aussi pour ça que cette équipe de France peut se permettre d'avoir de réelles ambitions. Ceci dit, évidemment, des doutes existent, des détails restent à corriger, et tout n'est pas non plus tout rose, ce serait bien trop facile sinon. Le premier, qui je trouve est assez constant dans la plupart des dernières compétitions internationales, c'est la gestion des temps faibles. Si l'équipe a toutes les facultés nécessaires pour gérer un moniteur,
time, et à d'enserrant les joueurs pour, il lui est arrivé d'avoir certaines longues absences en cours de match, qui parfois ont été fatales. De temps en temps, c'est l'entame du match qui est mauvaise, à d'autres reprises, c'est dans le troisième quart qu'il y a un trou. On a un peu l'impression que ça peut arriver n'importe quand avec ces Français. Des fois, le cercle semble juste fermé pour les Bleus, et dans l'effectif, personne, sur certaines phases, n'est en mesure de le réouvrir rapidement. La principale force de cette équipe de France, c'est le collectif, plus que les individualités, et je m'en réjouis. Ceci dit, pour gagner, elle devra trouver des joueurs capables de prendre l'équipe sur leur dos, pour gérer ses temps faibles, afin d'éviter de se mettre en danger, notamment face à de gros adversaires. Espérons que ça ait lieu, parce que ouais, une équipe de France constante sur toute la durée d'un match, ça peut être très dangereux. Si bien sûr, des fois il sera nécessaire de respecter la hiérarchie, j'espère aussi qu'à chaque match, un ou deux jokers comme Okobo, comme Fall, comme Tarpé ou comme Francisco, et j'en passe encore, soient aussi capables de faire la différence. Les qualités sont présentes dans cette équipe de France, mais la constance des joueurs au sein d'un seul et même match semble peut-être l'être un peu moins jusque-là. De plus, parfois, le collectif a peiné et a pris du temps à s'adapter aux changements tactiques que pouvaient mettre en place leurs adversaires face à eux lors des dernières compétitions. Là, je pense par exemple forcément à l'Espagne et à Sergio Scariolo, qui en changeant de défense régulièrement, alternant entre l'indiv et plusieurs zones différentes, arrivent très souvent à complètement déstabiliser leurs adversaires. C'est ça aussi qui fait leur succès depuis tant d'années. Mais ce qui est positif du côté des Français, c'est qu'en préparation, Vincent Collet semble beaucoup s'en inspirer. Pour l'instant, on sent que c'est encore assez nouveau chez pas mal de joueurs, et a priori, la défense indiv est quand même bien mieux gérée. Sur les match-up zone, par exemple, les coupes ne sont pas toujours suivies, et d'autres fois, les joueurs se jettent trop, une extra passe suffit alors aux adversaires pour trouver un tir ouvert. La preuve avec Aymantas Benzius, qui en a bien profité d'ailleurs sur le match joué à Vilnius, avec son coup de chaud de première mi-temps, et son 6 sur 9 derrière la ligne. Pourtant, bien géré, on l'a vu par séquence, les différentes défenses de zone peuvent représenter une vraie arme pour sortir un adversaire de sa zone de confort. Aux joueurs donc de trouver de vrais automatismes d'ici la Coupe du Monde pour gérer ces variations de défense du mieux possible et éviter que ça se retourne contre eux. Mais le truc qui dure et qui heureusement est largement abordé par Collet dans cette prépa, c'est le rebond, et plus précisément le rebond défensif. Que ce soit en indiv ou en zone, ça sert à quoi de défendre le plomb si c'est pour laisser ensuite le rebond aux adversaires et leur laisser une seconde chance? À rien, absolument, et en plus c'est démoralisant. Pourtant, même si ça se sent que le focus est mis là-dessus, en prépa, la France est capable par séquence de complètement abandonner la lutte au rebond. Là vous allez me dire, c'est pas normal, il y a un truc qui cloche, avec un Rudy Gobert qui nous a fait des saisons à quasi 15 rebonds par match en NBA, les Français n'ont pas le droit de se faire dominer dans le secteur. Eh bien vous avez raison, mais le truc c'est que ce n'est pas forcément de sa faute, ni celle des intérieurs de façon plus globale non plus. Pour qu'une équipe performe au rebond, il faut prendre les bonnes habitudes. Tout le monde doit faire son box-out. Les arrières n'ont pas le droit de concéder trop de rebonds longs ou trop de coupes dans leur dos. Et puis, il faut de la communication aussi, la même que sur une défense de zone, afin que tout le monde sache constamment où est l'autre et qui fait quoi. Pour moi, c'est une vraie clé, car si les tricolores arrivent à corriger ça, non seulement ils pourraient s'éviter pas mal de temps faibles, mais en plus de ça, ils pourraient se créer de vrais temps forts. Imaginez une très grosse défense qui dure 24 secondes, qui se termine par un contre de Gobert avant que Nando ne parte en contre-attaque et serve un Batum, un Fournier ou un Yabusele, c'est des choses qu'on veut voir, et plusieurs fois par match. Si le rebond est contrôlé, je suis persuadé que par séquence, la France a les qualités nécessaires pour se transformer en véritable rouleau compresseur. Là on s'en rend compte, parmi les faiblesses que je suis en train de lister, beaucoup pourraient être assimilés à des détails. Cependant, c'est bien plus que ça, parce qu'ils peuvent avoir un vrai impact sur le match. À ce niveau-là, chaque micro-élément a son importance, et c'est bien souvent l'équipe qui arrive le mieux à gérer ces intangibles qui s'imposent finalement dans les compétitions internationales. Surtout que là, dans ce tournoi très intense, vu qu'il faudra passer par 2 phases de poule avant l'écart, la marge d'erreur sera minime. Pour commencer, il faudra sortir d'un groupe composé du Canada, de la Lettonie et du Liban. Un moindre faux pas et l'équipe de France est en danger. Surtout qu'il faut savoir que les résultats de cette première phase de poule compteront aussi pour la deuxième, où les tricolores pourraient potentiellement croiser avec l'Espagne et le Brésil. En gros, prenez France, Espagne, Brésil, Canada et Lettonie, et dites-vous que seuls 2 de ces teams pourront se qualifier en quart. Ça promet d'être intense, les places seront très chères. Alors en sachant tout ça, en connaissant la difficulté des groupes, mais aussi les forces et les faiblesses de cette équipe de France, est-elle capable d'aller nous décrocher la médaille d'or, enfin? Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Coupe du Monde, c'est l'étape ultime avant les JO de Paris qui prendront place l'été prochain. Et si cette sélection est autant focus en préparation, ça ne m'étonnerait pas que ce soit assez lié. Tout le monde attend les JO en France avec énormément d'impatience, et tout le monde veut faire partie de l'équipe de 2024. Chacun semble avoir à cœur de montrer ses qualités, mais pas de manière individuelle, plutôt de manière collective, en excellant dans leur rôle pour l'équipe, bien conscient que le gain d'une médaille d'or sera le meilleur argument pour craquer la team qui disputera les JO. Les tricolores vont arriver déter et ça peut les porter loin, mais sont-ils pour autant l'équipe à battre dans cette compétition? Eh bien non.
Bien sûr, de par son statut, Team USA restera la cible numéro 1 de ses adversaires, tandis que l'Espagne, avec le jeu qu'elle pratique depuis des années, ne peut absolument pas échapper au statut de favori. Puis avec ça, il y a toujours l'Australie, l'Allemagne, la Slovénie, le Canada, et toutes ces autres nations qui elles aussi vont avoir très faim. D'ailleurs, voir l'Espagne seulement à la 6ème place des derniers power rankings de la FIBA, je trouve ça assez aberrant, tant l'on sait que quels que soient les joueurs présents dans la sélection, ils peuvent imposer leur jeu basé sur le collectif, le QI basket et les adaptations. Et ça, ils le font aussi bien chez les seniors que chez les juniors d'ailleurs. C'est un truc de fou cette philosophie, comment elle traverse les générations. Du coup, si je dois me mouiller, je dirais que non, la France n'est pas favorite pour remporter cette compétition, ou du moins elle n'est pas la seule équipe favorite. Pour faire simple, à mon sens, elle appartient au même tir que les États-Unis et l'Espagne, et je pense qu'aujourd'hui on peut affirmer sans trop se mouiller que l'une de ces trois équipes gagnera la compétition, même si évidemment des surprises pourraient avoir lieu. N'empêche que les Américains avec leurs individualités, les Espagnols avec leur culture de la win et les Français avec leur dalle et leur vécu collectif me paraissent se situer un cran au-dessus de toutes les autres sélections. Alors cette Team France Basket, va-t-elle la remporter cette foutue médaille d'or? Eh bien pour ça il faut s'en rendre compte, le parcours sera très compliqué hein. Ouais, il passera probablement par l'Espagne, probablement par les États-Unis, ce qui laisse présager des matchs d'une ultra haute intensité. Mais bon, c'est le jeu aussi, hein. Pour être champion du monde, il faut battre tout le monde tôt ou tard, et le truc c'est qu'au moins 3 équipes semblent être en capacité de le faire, et la France en fait partie. Du coup, j'assume mes propos. Si cette équipe arrive à jouer de manière sérieuse et constante pendant toute la durée de la compétition, oui, dans quelques semaines, elle pourra terminer sur le toit du monde. Voilà pour ce qui est de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je me suis amusé à jouer tout le tournoi sur Twitch, et c'est déjà dispo en rediff sur ma chaîne secondaire gaming. Le but, évidemment, c'était de gagner la médaille d'or avec les Bleus, en passant par toutes les étapes de la compétition. Go jeter un œil, vous allez voir, c'était épique. Mais bref, moi je veux connaître votre avis, vous en pensez quoi vous de cette équipe de France? Vous pensez qu'elle est suffisamment armée pour aller décrocher la médaille d'or, ou alors vous pensez que je m'enflamme trop? J'ai hâte de connaître vos avis et vos arguments dans les commentaires, surtout à ce sujet, alors ne vous privez pas, lâchez-vous. Et tu connais, si la vidéo t'a plu, pense au pouce bleu, et à l'abonnement aussi, si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ça la team, et à très vite.